Le plaisir de vous retrouver sur Télé Africa dans cette émission spéciale consacrée à l'actualité footballistique qui prévaut dans notre pays, le Gabon, les as du foot. Ce jour, je suis avec ces inconditionnels, ces experts, ces consultants, évidemment à la tête bien faite, pour nous parler une fois de plus des questions qui font l'actualité footballistique dans notre pays. Je suis avec Mermoz Assele Djouedabadi. Mermoz, bonsoir. Bonsoir. Et il y a également Serge Mungengui. Bonsoir Serge. Bonsoir Ange. Gaëtan Kouka est dans la place aussi. Bonsoir, M. Pambo. Et l'indéboulonnable président des Panternautes, Brice Inengue de Matswanga. Président, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les quatre d'être là dans les As du foot. Messieurs, c'est lundi, c'est notre rendez-vous avec nos téléspectateurs, ces millions de fans de football qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, mais également sur les chaînes de télévision disséminées à travers le monde pour que nous parlions de football. Et le football, c'est aussi cet accompagnement mérité, évidemment, du monde du football gabonais. C'était le vendredi dernier au gymnase de Lomé. La dépouille d'Alain Dacosta Suarez, ancien sélectionneur de la Zingo nationale et des Panthères du Gabon, était exposée pour les ultimes hommages de la République à ce grand monsieur du monde du football. On va en parler dans quelques secondes seulement avec Gaëtan Kouka, qui a été notre représentant au gymnase de Lomé. Dans l'émission, on va planter le décor. Première thématique consacrée à la reprise des éliminatoires de la CAN Total qui aura lieu en 2024 en Côte d'Ivoire. Vous le savez, la reprise, c'est au mois de mars prochain. Les Panthères qui vont donc à nouveau fouler les pelouses. On va s'interroger sur les chantiers, peut-être le chantier sur le plan défensif. On va essayer de voir un peu quel axe central pourra être constitué. Vous le savez que notre ministre de la Défense, Bruno Ekwele-Manga, s'est retiré des terrains depuis quelques semaines seulement. Il n'a pas repris l'activité. On va essayer de nous interroger donc sur... on va essayer d'entrer dans la tête de Patrice Neveu pour savoir quel axe central il peut nous concocter. Et puis on va aussi évoquer la situation du sélectionneur adjoint Anis Yala et du directeur technique Raphaël Nzamba quant à leur contrat qui les lie avec la fédération, qui les lie à la Fédération gabonaise de football et au ministère de Sport. Et puis, vous ne le savez peut-être déjà ou pas, c'est le 8 mars prochain qu'aura lieu l'élection du nouveau bureau de la Ligue de football de l'Estuaire. On va aussi aborder ce point-là. Gaëtan Kouka, ancien international gabonais de football, vous avez joué avec la Zingo nationale. Le vendredi dernier, vous et vos coéquipiers, vous et l'ensemble des acteurs du monde du football gabonais avez évidemment sacrifié un rituel. C'est celui de s'incliner devant la dépouille d'Alain Dacosta Suarez. Dites-nous comment est-ce que ces moments se sont déroulés. Oui, déjà, merci, M. Pambo, de revenir sur ce moment éminemment important et profond pour la famille footballistique du Gabon. Simplement dire que les choses se sont bien déroulées et que c'est le lieu ici de remercier toutes les institutions qui ont marqué de leur présence, notamment la présence de la République par le conseiller du président de la République en charge du sport et de la culture, de la primature par son secrétaire général, du ministère des Sports par son directeur de cabinet. Et nous avons même eu l'heureuse surprise d'avoir parmi nous le ministre de TP qui a bien voulu s'incliner parce qu'étant patriote, parce qu'étant d'autre part sportif dans l'âme qui est arrivé. Après, derrière, vous avez eu la Fédération gabonaise de football, la Ligue nationale de football, la Fédération de handball également. C'est pour vous dire que l'aura de M. Dacosta avait traversé les frontières footballistiques. Nous avons même eu la présence du président de, je crois, la Fédération de karaté ou de la Ligue de karaté, sans oublier les présidents des clubs, les associations de joueurs, les associations des entraîneurs, les associations des arbitres et naturellement les Panternautes. Donc c'est tout ce gotha que le football gabonais a tenu, notamment le comité d'organisation, via la coordination générale, a tenu à remercier à travers ma voix. Serge Mungengui, les hommages de la République, des hommages à Alain Dacosta Suarez, des hommages mérités. Oui, des hommages bel et bien mérités, dans le respect de l'ordre protocolaire qui a été bel et bien établi. C'est vrai que de l'autre côté, on a pensé qu'on aurait pu recevoir beaucoup de nos frères gabonais passionnés du football qui ont
connu, qui ont vibré avec l'équipe Azingo de l'époque. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une cérémonie qui s'est passée telle que le défunt voyait la vie, parce que reconnaissons que c'était quand même un monsieur assez humble, un monsieur juste, objectif. Et je résume simplement que, comme quoi, les obsèques se sont passées à l'image de la vie que le défunt a menée dans ces moments. Brice Inengue, vous êtes le président de l'association Les Panternautes. C'est la principale et peut-être l'unique association des supporters des équipes nationales du Gabon. Il était impensable que les Panternautes ne prennent pas part à ces obsèques-là. À chaque moment de la vie de notre football, on a essayé d'être présent. Ça fait 13 ans que ça dure. On essaie d'apporter notre modeste contribution à ce qui se fait. Et il était important pour nous d'être du bon côté de l'histoire, donc au côté des joueurs, pour pouvoir accompagner notre illustre entraîneur. Je le disais souvent, c'est la première fois que je me suis retrouvé dans la rue à célébrer une victoire. C'était notre première qualification en CAN. Je me suis vu comme tout le monde. J'ai connu la joie de courir dans la rue avec des centaines d'autres compatriotes pour célébrer notre première qualification. Je me devais d'être là et c'était un moment émouvant. Et j'ai pas mal de jeunes qui n'ont pas connu cette grande époque de l'équipe nationale, qui ont retrouvé un peu de sourire parce qu'il y avait quand même dans l'organisation, il y avait la diffusion des anciens matchs de la Zingo nationale. Je me souviens, mon secrétaire général m'a clairement dit que le Gabon avant jouait très bien au vu des images qu'elle voyait à la télévision. C'était bien, c'était un moment émouvant. Il était important qu'on accompagne les joueurs pour honorer la mémoire de notre ancien entraîneur. Alors pour l'histoire, évidemment, cette première qualification du Gabon à une Coupe d'Afrique des Nations de football remonte à 1994 en Tunisie. Une qualification à mettre au crédit, évidemment, de Jean Thyssen, qui était le sélectionneur du Gabon à ce moment-là. Mais ce grand moment de liesse, évidemment, dont parle Brice Inengue de Matswanga, c'est peut-être 2 années plus tard, en 1996, lorsque le National Azingo remporte sa première victoire dans une Coupe d'Afrique des Nations de football. C'était face à la République démocratique du Congo, je crois la RDC, en Afrique du Sud. Mermoz Assele Djoué Dabani, le legs d'Alain Dacosta Suarez. Il y a un legs, il y a un héritage que ce grand monsieur-là, il laisse à la République. Bien sûr, il y a un legs. Maintenant, je veux dire que dans le legs d'Alain Dacosta, il n'y a pas eu un véritable suivi de la part, surtout de nos instances. Et pourtant, il y avait un gros legs, vraiment un véritable legs que nous avait laissé Alain Dacosta. Je suis d'accord quand on dit que c'était vraiment le bon football. Et peut-être même meilleur que celui que nous voyons à l'heure actuelle avec notre équipe nationale. Ne nous complexez pas, monsieur. Non. Je suis très objectif et je vous dis que pour avoir vu Azingo jouer dans les années 90 et voir nos Panthères actuels, je vous dis qu'il y avait un meilleur football avec cette équipe d'Azingo 85. Et le leg d'Alain Dacosta, c'était justement un bloc équipe, c'était une vraie équipe, c'était un vrai football, une identité de jeu. Maintenant, après, c'est vrai, les péripéties qu'il y a eu dans le monde du football gabonais ont fait que ce leg s'est retrouvé un peu entaché. Mais maintenant, nous voulons avoir, on va dire, un futur Alain Dacosta. Parce que pour moi, le plus grand leg peut-être que Dacosta a laissé au Gabon, c'est qu'un coach national nous emmène pour la première fois en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et depuis, on n'a plus eu véritablement de véritables grands coachs prendre cette équipe nationale et avoir encore un bon football et cette identité de jeu. Et surtout, évidemment, depuis 1996, le Gabon a du mal à percer ce plafond de verre, aller au-delà des quarts de finale. C'est vrai qu'on a joué un quart en 2012 à la maison, mais jusque-là, on a du mal à percer le plafond de verre. Merci. Donc, on s'incline aussi sur la mémoire d'Alain Dacosta Suarez. La première thématique de notre émission, les As du foot, consacrée donc à la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Cette Coupe d'Afrique va se disputer en 2024, évidemment. Vous le savez, le Gabon va donc, à l'exemple des autres équipes nationales africaines, fouler à nouveau les pelouses au mois de mars prochain. Il y a, Brice Inengue, une belle revanche à prendre face à la Mauritanie. Alors, on a été un peu chambré lorsqu'on a joué à Franceville face à cette équipe de Mauritanie parce qu'on n'a pas pu s'imposer, parce qu'on a une certaine image évidemment de la Mauritanie ou des Mauritaniens qui sont au Gabon, mais il y a de la revanche dans l'air et il y a des chantiers surtout sur la table de Patrice Neveu.
de gros chantiers, notamment, tu le disais déjà en introduction, notamment en défense centrale. C'est là où Patrice Neveu doit faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour nous concocter un bon plat qui sera assez succulent dans l'axe de la défense. Il y a de la revanche par rapport à la Mauritanie parce que on s'était dit que tous les matchs à la maison, il fallait les remporter pour ne pas laisser échapper des points parce que dans la qualification, en général, les matchs de la maison, il faut les capitaliser pour essayer de gagner un point à l'extérieur. Là, on a malheureusement fait le contraire. On a remporté le match de l'extérieur, donc celui du Congo, où on était parti pour ne serait-ce que prendre un point. On a perdu des points, on a perdu 2 points à la maison. Il s'agira pour le match retour face à la Mauritanie de gagner, mais le match de la Mauritanie est encore loin puisque pour l'instant on affronte d'abord le Soudan. Dans une double confrontation. Double confrontation, donc on a le temps de voir venir la Mauritanie. L'objectif pour l'instant c'est de se repositionner d'abord par rapport au Soudan, puisque c'est l'équipe qui est leader aujourd'hui de notre groupe. Donc il faut se repositionner, donc battre le Soudan pour récupérer la première place et puis finir la compétition en Mauritanie dans une position de leader qui pourra forcément nous être profitable parce que si on n'est pas leader, ça va nous mettre encore plus de pression. Si on est qualifié au bout de la prochaine journée, donc la 3e et la 4e journée, si on a pris les 6 points qu'il nous faut, je l'espère, on est sûr d'avoir un pied déjà à la CAN et donc on peut partir en Mauritanie, l'esprit libéré, donc avec le moins de pression possible. Mermoz, finalement notre groupe est un groupe ouvert, on va le dire, même si quand on regarde sur le papier, il y a ceux qui sont censés être des favoris, notamment la RDC ou le Gabon, qui ces dernières années sont présentes en Coupe d'Afrique des Nations de football, contrairement à la Mauritanie ou au Soudan. Mais on a quand même dans un coin de notre tête cette mésaventure qui nous est arrivée pour la qualification à la CAN 2019 avec le Burundi qui nous a joué un mauvais tour. Faut-il se méfier du Soudan? Ben oui, il faudra vraiment se méfier de cette équipe du Soudan. À l'heure actuelle, maintenant, il n'y a plus dans toutes les compétitions de petites équipes. On voit souvent de grosses surprises. Mais le Gabon a aussi un statut dans ce groupe justement à tenir et faisant en sorte que ce statut ne soit pas une pression pour notre équipe. Le Gabon a de quoi pouvoir prendre les 6 points face à la double confrontation avec le Soudan pour pouvoir se mettre à l'abri déjà de grosses surprises. On regarde pour l'instant, même si on va dire que la Coupe du Monde et cette grande trêve est passée par là, on regarde ce qu'on a vu d'abord au début de ces éliminatoires, c'est que on avait une équipe moyenne qui a fait le travail, on va dire, à Kinshasa, une équipe un peu plus complète qui a été tâtonnante face à la Mauritanie. Il va falloir retrouver la hargne et un peu le jeu que l'on avait à la CAN pour pouvoir faire vraiment le plein de points pour la double confrontation face au Soudan avant d'aller revoir les Mauritaniens qui, eux, on va dire, ont une très belle équipe et sont assez solides, surtout ces dernières années, déjà présentes sur les 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Et attention à la RDC, ça reste quand même un grand nom du football qui peut se surveiller pour la seconde phase de ces éliminatoires. Donc pour le Gabon, surtout, essayer de faire le plein de points ou le maximum de points face à cette équipe du Soudan en double confrontation. Gaëtan Kouka, les chantiers de Patrice Neveu, le sélectionneur national, avant de parler justement de l'aspect défensif de façon globale, ces chantiers-là sont importants quand on sait que la situation de nos garçons, donc de nos internationaux qui sont régulièrement appelés ces dernières années n'est pas la plus reluisante. On regarde l'état de forme des garçons, des blessures même pour certains et pas des moindres comme à Bopenza qui a été blessé récemment. Donc, vous posez là le problème de fond au niveau de l'équipe nationale qui est donc, en d'autres termes, la question des doublures. D'accord. Le championnat national, nous ne cessons jamais de l'évoquer. Le championnat national reste sa meilleure vitrine pour le sélectionneur national de justement avoir une probabilité large de pouvoir justement sélectionner. D'accord. Donc le premier chantier, je pense que c'est d'abord à ce niveau. La relance du championnat national jusqu'à, on a dit en mars, d'accord, jusqu'en mars pour pouvoir voir, pour pouvoir détecter éventuellement
qui peut jouer dans l'axe plus que c'est de là dont il est question. Ensuite, vous avez parlé des blessures. Vous avez constaté que depuis un temps, effectivement, Aaron Apinangoy a passé 80 de son temps blessé, donc inactif, et du coup ça pose un véritable problème dans l'axe. Entendu que, et je rejoins totalement le propos de M. Nengue lorsqu'il dit que la qualification se jouera déjà en mars lors de cette double confrontation. Donc c'est là qu'il va falloir jouer le va-tout de façon à aller justement pour les prochains matchs l'esprit serein et peut-être voir de nouveaux joueurs dans l'éventualité de la CAN. Donc je pense qu'il appartient d'abord au ministère, à la Ligue nationale de football, au président du club, de s'asseoir et de nous mettre un championnat qui pourrait tenir jusqu'en mars, parce que connaissant le Gabon d'ici mars, qu'on nous dise qu'il n'y a pas d'argent ou le train coupé, il y a ceci, le championnat ça va s'arrêter. Donc je pense que ça va concrètement, ce que vous pensez, Gaëtan Kouka, est-ce que vous pensez que une reprise normale du championnat dans ce délai? On est en janvier 2023, entre maintenant, c'est bien ça, on est en janvier 2023, ouais. Entre maintenant et le mois de mars, vous pensez que Patrice Neveu pourra nous dénicher une ou deux perles dans notre championnat, les intégrer à l'équipe nationale, en faire même des titulaires? Non, je vous reprends en toute honnêteté. En temps normal, oui, je vous dis pourquoi. Parce que vous voyez, ça fait bientôt 3 ans que M. Neveu est sur le territoire, il doit avoir une liste poste par poste, en temps normal. Il devrait avoir une liste pour dire, dans l'éventualité, pour avoir suivi le championnat national, en attaque, j'ai probablement tel, en milieu de terrain tel, offensif et défensif, et en défense tel. Donc je dis, la relance championnat n'est que, d'abord, le fait de revoir qu'effectivement, ceux qui ont été listés sont bien en activité, et 2, leur état de forme. Ensuite, derrière, quand vous parlez de janvier à mars, si on respecte le calendrier, on aura sensiblement 7 à 8 journées dans les jambes. Je dis, c'est suffisamment important pour aller en Coupe d'Afrique. Je voulais compléter sa réponse pour tirer un exemple. Il y a eu un joueur qui a été appelé récemment pour le match amical, les 2 matchs amicaux que nous avons joués en Europe, qui est bien issu du championnat national. Sur les 4 premières journées que Neveu a vu jouer, il avait déjà vu jouer avec Boundidi tout dernièrement, donc il l'a appelé en sélection. Ça n'a fait que 4 journées. Il a quand même dit, je vais le prendre pour tester en amical, au niveau au-dessus, pour voir ce qu'il vaut réellement. On connaît Neveu, il a toujours de quoi noter quand on le voit au stade. Donc ça veut dire qu'il prend des informations, il coche certainement des noms, qu'il espère voir dans la durée, voir s'ils peuvent tenir le rythme. Et je pense qu'en ayant joué 8 matchs supplémentaires au-delà des 4, au-dessus des 4 qu'on a déjà, si on a 8 matchs d'ici le mois de mars, je pense que c'est suffisant pour que Neveu se fasse une idée par rapport à ceux qui sont habituellement appelés et qui, pour l'instant, n'ont toujours pas trouvé de club. Serge Monguegui, partons ligne par ligne, commençons par l'attaque des Panthères du Gabon. Donc, Aaron Boupendza se remet progressivement d'une blessure. Il a commencé à reprendre, je pense, l'entraînement. Mais bon, il y a quand même une cassure dans son élan par rapport au début de son championnat. Il y a évidemment les jeunes Xavi Mabika, Domar Colino, qui avait été convoqué par Patrice Neveu. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, il y a une redistribution des cartes? Tenez, Axel Meillemendong vient de signer dans un nouveau club. Il ne flambe pas en ce moment. Ça fait longtemps qu'il a marqué un but. Est-ce que tout ça, c'est pas un peu inquiétant, non? Bon, moi je pense que le sélectionneur a quand même un plan de travail. Et il a forcément une idée de tous les compétiteurs qui sont sur le plan national comme international. Rappelez-vous, la mission qui lui a été assignée, c'est de construire l'équipe nationale sur 10 ans. Qualifier l'équipe nationale à la CAN 2023 et à la CAN 2025. Donc, c'est un tout. À partir de ce moment, si déjà la compétition la plus proche est celle de 2023, la CAN Côte d'Ivoire, il faudra qu'il trouve rapidement un équilibre. Et pour trouver cet équilibre, voici pourquoi je ne veux pas aborder spécifiquement la ligne d'attaque. Il faudrait bien que le groupe qui sera retenu, parce que les échéances sont proches, le groupe qui sera retenu, il faudrait bien que ce groupe soit équilibré. Et quand vous regardez notre équipe nationale, elle a plus misé sur un collectif. L'équipe nationale n'a plus été celle qui a souvent misé sur un individu qui va changer le cours. C'est un tout, c'est un équilibre. Donc, à cet effet, il est possible, pour un résultat dans l'immédiat, il est possible que l'entraîneur puisse faire recours à quelques anciens. C'est déjà arrivé dans certaines nations.
Et ça ne va entacher en rien le fait qu'il y a des jeunes qui arrivent. Ça ne va entacher en rien. Maintenant, alors, quand vous parlez de quelques anciens, vous parlez d'anciens qui par ne exemple, sont plus en activité, pour le poste de défenseur, pour le poste de l'axe, par exemple, on parlait tout à l'heure l'axe central, on parlait tout à l'heure de Kouélé. Ben, moi, je dis, certes, n'ayant pas de club en ce moment, mais il peut y avoir des mesures exceptionnelles. Pourvu que nous n'allons pas considérer que le fait d'aligner, de ramener Kouélé, c'est faire ombrage à un jeune qui monte. Ça, c'est simplement lié à l'urgence. Mais ça ne va pas empêcher que l'équipe reste en construction. Mermoz, c'est une double confrontation. On a dit le Gabon est... C'est pas un match couperé, on va dire. C'est une double confrontation, mais on est quand même quasiment dos au mur. Est-ce que vous pensez que ce serait un risque pour Patrice Neveu de convoquer Bruno Ekole Manga, sachant qu'il n'a pas d'activité, il n'y a pas de club, il ne joue pas depuis plusieurs mois maintenant? Oui et non, selon moi. Oui, ce serait d'abord un risque parce que Ekole Manga, ça va faire plus d'1 an qu'Ekole Manga ne joue pas. Rappelons que même s'il était dans un club, je crois jusqu'en fin 2021, mais il ne jouait plus dans ce club, qui est Dijon. Il était déjà remplacé par Congrès qui est arrivé, qui a pris sa place. Et on va dire, Ekole Manga, il est pratiquement à 1 an, voire 1 an et demi, sans véritablement jouer. Et on a vu peut-être les bons restes. Pour moi, je me dis qu'on a peut-être vu les bons restes d'Ekole Manga, c'est lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où il a quand même un peu, on va dire, l'expérience lui a permis de tenir un peu son rang lors de cette compétition. Mais maintenant, beaucoup d'eau encore sont passés sous les ponts. Rappelons que depuis cette Coupe d'Afrique des Nations qui date de 1 an, ça fait 1 an que Ekole Manga ne joue plus du tout. Donc je pense que ce serait quand même un risque de le convoquer ou à la rigueur peut-être le convoquer pour en cas de. Et on a vu aussi le rôle qu'il a joué. Et c'est là où je dis non, peut-être. Parce que on a vu le rôle qu'il a pu jouer en tant que leader sur le banc, notamment contre la RDC, où il a su jouer, on va dire, un espèce de grand frère et coach adjoint, coach des adjoints, auprès de ces jeunes coéquipiers. Peut-être sa présence sur le plan de la motivation et de l'encadrement des jeunes, mais dire Ekole Manga convoqué pour éventuellement jouer, on va dire, à l'entame d'un match, ce serait compliqué. Je crois que Patrice Neveu devrait déjà penser à travailler sur vraiment un véritable après Ekole Manga et même un après Apinangoy, à mon avis. C'est inquiétant, Gaëtan Kouka. Si on part sur le fait que, bon, Apinangoy est parfois aux abonnés absents parce que parfois blessé. Ekole Manga, qui était notre atout numéro 1 dans l'axe central, ne joue pas depuis plus d'1 année maintenant. Et que sur les côtés, on n'a pas toujours, ces dernières années, le titulaire à un poste, que ce soit latéral gauche ou latéral droit. Est-ce que c'est inquiétant? Dans l'axe également, parce que... il vous souviendra qu'après la CAN, et même avant la CAN, on avait déjà des soucis sur les côtés et dans l'axe. Oui. D'accord. Ça veut dire que et même le gardien, ça veut dire que tout le compartiment défensif est vraiment à refaire. Bon, c'est pourquoi je voudrais m'appuyer sur ce que disait monsieur Asséré, pour dire c'est effectivement oui et non. Oui, dans la condition que Ekole retrouve d'abord une équipe, même sur le plan local, pour pouvoir se relancer, pour avoir quelques matchs. Ensuite, le sélectionneur va apprécier de son retour. Non, parce que, vous savez, au-delà de... Le premier critère, c'est la performance. Après, derrière, vous avez le critère âge. Le fait qu'il soit inactif avec l'âge, même s'il est expérimenté, en termes de mouvement, en termes de rythme, il ne pourra pas suivre. Donc, on va s'exposer ou à des fautes qu'il commettra, ou alors à des blessures. Donc à partir de ce moment, je dis c'est tout à fait risqué. Brice Sénégal, on sait que dans le passé, il y a eu des expériences qui ont été tentées, par exemple, pour permettre à nos joueurs professionnels dans les années 90 de pouvoir être au service de l'Arsenal Azingo. On l'a vu Pierre Obam revenir au Gabon, faire une pige à UFC 105, pareil pour Guy Roger Nzamba. Pourquoi est-ce que le ministère des Sports ou la Fédération gabonaise de football, on ne mettrait pas en place des mécanismes qui feraient en sorte justement qu'on puisse accompagner Ekole Manga, tant on sait que ce garçon a une grande expérience, il est important encore pour nous. Est-ce que c'est possible? Ekole a toujours fait des choix de carrière justes, à mon avis.
Toute sa carrière, il a fait des choix qui, pour moi, étaient sportivement intéressants. La question aujourd'hui serait de savoir, est-ce que Ekwele a envie de revenir au Gabon? C'est vrai qu'il est là un peu plus souvent, mais beaucoup plus pour des œuvres caritatives. On le voit un peu partout. Il donne un peu de sien. Avec un peu de pub. Mais est-ce que Ekwele a déjà envie de mettre un terme à sa carrière internationale? C'est la question qu'il faudrait d'abord qu'on se pose. Peut-être que son coach a des propositions, mais qui n'ont pas plu à Ekwele, parce que ce n'est pas un garçon qui est aujourd'hui prêt à s'engager à tue-tête. À faire un grand saut dans le vide. Un grand saut dans le vide. Moi, je ne pense pas. Depuis qu'il est parti du F65 pour l'Europe, je pense qu'Ekwele a toujours fait des choix corrects. Et aujourd'hui, même au précursus de la retraite, il a encore des idées, il a certainement envie de faire quelque chose. Donc demander à Ekwele de revenir ne serait pas une mauvaise chose, tant est qu'on a des clubs capables de l'accueillir et de donner du rythme à Ekwele. On ne va pas faire venir Ekwele pour le faire jouer dans mais c'était pas des clubs, mais c'était pas derniers du championnat. Je ne donnerai pas de nom, qui sont derniers du championnat. Je pense qu'il faut qu'ils rentrent dans des clubs qui ont l'adversité, où on sait que le rythme des entraînements, même professionnels, est un peu soutenu pour permettre de garder la forme. Mais est-ce que Ekwele a envie de revenir au Gabon? Là est la question. Moi, personnellement, déjà, Ekwele, bon, comme je connais quand même assez bien Bruno, c'est un mec très intelligent, un jeune très intelligent. Il faut voir comment il a d'abord géré justement sa carrière. Rappelons qu'Ekwele était un grand, on va dire, c'était une des pépites du championnat français quand il se retrouvait à Lorient, scruté par la Juventus de Turin, par les grands clubs. On sait que sa carrière a pris un gros virage après cette grosse blessure qu'il avait eue face justement à Zlatan Ibrahimovic, qui a fait en sorte qu'après, Ekwele s'est adapté en fonction de son retour et à sa carrière. Voilà pourquoi je dis que c'est vrai, il a eu une carrière honorable avec beaucoup d'intelligence pour pouvoir avoir été dans des clubs où il a toujours joué. Et rare, on a vu Ekwele Manga être sur le banc dans un club. Maintenant, c'est vrai, la question est de savoir, est-ce qu'il a envie de revenir au Gabon ou a-t-il envie de continuer l'aventure avec les Panthères? Pour moi, je pense que tant qu'il n'a pas dit qu'il mettait un terme à sa carrière internationale, c'est que l'envie devrait être là. Maintenant, on parlait de ces joueurs pour qui on a demandé de revenir pour pouvoir voir. On a le plus grand exemple, on l'a vu avec Daniel Cousin, 2012. Daniel Cousin est revenu, s'est retrouvé, je crois, dans l'équipe d'Akanda. Et on a vu la canne que Daniel Cousin nous a sorti en 2012, comme où il y a plutôt assez sapin. Et on a vu la CAN de 2012 où Daniel Cousin était vraiment le parfait, on va dire, le parfait pendant, le parfait coéquipier pour Pierre-Emerick. Donc pourquoi pas, c'est vrai, faire revenir Ekwele Manga ici. Tout dépend de l'individu. Qu'il ne faut pas jeter. Le football, là, il a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a trop de vitesse. Trop de vitesse dans le football parce que la plupart des joueurs, ils arrivent très jeunes et ils donnent un rythme assez infernal aux organismes qui ne sont pas assez bien préparés. Et je pense que toutes ces choses, il faut en prendre compte, il faut tenir compte. Quand on faisait venir, par exemple, Stéphane Nguema à l'époque, son club, et qu'on donnait un programme spécifique pour s'entraîner, pour qu'il garde la forme, je suis sûr que le même Stéphane Nguema, avec le même programme d'aujourd'hui, avec les mêmes entraînements d'aujourd'hui, le même rythme, ça poserait un problème. Je pense que la meilleure façon aujourd'hui de maintenir un athlète, Gaëtan le disait, c'est d'avoir du rythme, et sans rythme, ça c'est compliqué. Évidemment. Au-delà du rythme, il faut observer un détail. Lorsque vous regardez le profil d'Ekwele, aujourd'hui, il joue plus dans la récupération. Donc devant lui, si l'on trouve soi-disant un stopper qui joue dans l'anticipation, je crois que ça peut l'amener à faire avec le minimum d'expérience qu'il a. Maintenant, il faudrait qu'il soit prêt, il faudrait qu'il soit plus ou moins prêt physiquement. Parce que le libéraux, M. Mungengi, vous étiez gardien. À l'ancienne? D'accord, c'est coupé à gauche et à droite. Ça veut dire que son stopper garde l'axe. C'est vrai qu'il peut anticiper sur une, deux occasions sur le côté. Ouais. Mais à supposer que, comme disait M. Nengue, que vous avez deux ailes de débordement qui sont très virevoltants. Là, vous êtes dans la configuration actuelle, moderne, ou bien vous êtes dans les années 90? Non, que ça soit années 90 ou pas, on avait des ailiers qui étaient virevoltants. Le rôle du libéral, c'est la couverture. Donc, dans l'axe d'abord pour le stopper, ensuite sur les côtés. Le jeu a évolué. Oui, mais il évolue, les principes restent les mêmes. Oui, mais bon. La couverture reste la même. Oui, à gauche comme à droite. On ne dira pas que M. Ekwele viendrait aujourd'hui jouer sans un minimum de préparation. Moi, je crois, je l'ai vu jouer
pendant quelques heures perdues les week-ends, je pense que lorsque vous regardez le monsieur, il est en place. Maintenant, il faudrait bien qu'il fasse des efforts. Parce qu'il est en place, parce que de tous nos joueurs, je pense, est collé à l'esprit professionnel. Oui. Ça, on ne peut pas remettre en cause. D'ailleurs, vous le voyez, même quand il est en vacances, moi je me suis pris la dernière fois, après une semaine, il avait déjà repris la préparation de lui-même. Il faisait du vélo, il faisait pas mal de choses. C'est un professionnel dans l'âme. C'est pour ça qu'il a eu une carrière qui n'a pas souffert en dehors sur le long cours. Voilà, en dehors de la blessure. La grave blessure. Maintenant, Zlatan, Ekole n'a pas subi beaucoup de méfaits. Donc c'est dû à son esprit professionnel et il est resté professionnel même à la veille de s'arrêter. Oui, je suis d'accord avec Serge quand il dit que Ekole est en place, d'accord, mais je vous dis que le rythme actuel, l'intensité surtout du football actuel, il faut faire attention parce que sans préparation et le jeter comme ça. Non, nous comprenons qu'il y aura une préparation, mais comprenez que la préparation de 8h à 6h en faisant par exemple du training, du vélo, de la course, ainsi de suite, n'est pas la même chose que le joueur qui joue tous les 3 jours, qui joue au moins une fois par week-end comme les autres. D'accord. Sur un match à haute intensité, on pourrait avoir un gros risque avec Ekole Manga. Non seulement peut-être de vivacité, mais surtout aussi un gros risque même de blessure, tenant quand même compte de l'âge. On va laisser le soin à Patrice Neveu, le sélectionneur national des Panthères de Gabon, évidemment, de pouvoir mettre les idées forces de sa réflexion sur la table et de voir quel schéma, vers où il va aller, puisque mars, ce n'est plus trop loin dans le cadre de cette reprise des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui va se disputer en 2024. On reste sur l'actualité en rapport avec l'équipe nationale gabonaise de football. On ouvre le second tiroir des As du foot de ce jour pour s'interroger cette fois, messieurs, sur l'avenir de deux grands messieurs du staff des Panthères de Gabon. C'est Anissé Yala Ngoku, qui est donc le sélectionneur adjoint de Patrice Neveu, et puis du directeur technique national, Raphaël Nzamba. Alors, depuis plusieurs mois, il y a eu des incompréhensions sur l'avenir de ces deux techniciens dans le staff des Panthères de Gabon. On s'est dit qu'ils avaient peut-être été oubliés, qu'il y avait une forme de complot. Qu'est-ce qui se passait? Que se passe-t-il? Brice Ndenge Matsonga par rapport au contrat qui lie Raphaël Nzamba et Anissé Yala à l'équipe nationale gabonaise de football. Sont-ils encore en fonction? Leurs contrats ont-ils été renouvelés? Que se passe-t-il? Écoutez, c'est une question, elle aurait pu être posée à la Fédération gabonaise de football directement. Mais pour avoir fouiné un peu, parce que depuis pas mal de temps, ça faisait déjà la une des journaux, la presse en parlait déjà d'une absence de contrat signé entre Anissé Yala, le directeur technique Raphaël Nzamba et la Fédération gabonaise de football. Il ressort que pour l'instant, les deux cités n'ont pas de contrat. Ils n'ont signé aucun contrat depuis le mois de novembre dernier, date d'expiration de leur contrat. Or, le contrat avec la fédération, c'est que si au bout, enfin un mois avant le terme d'un contrat, si vous voulez rompre un contrat, vous dites à l'intéressé, à votre employé, que le contrat va s'arrêter parce que vous trouvez des raisons pour justifier le non-renouvellement du contrat. Mais la loi aussi, elle est claire. Quand cette lettre n'arrive pas et que l'employé continue à exercer, ça veut dire qu'il y a tacite reconduction du contrat. Et on est dans ce cas-là où depuis le mois de novembre, la fin du contrat, le sélectionneur adjoint est resté en poste, le directeur technique national est resté en poste, donc ils n'ont jamais reçu de la Fédération gabonaise des lettres qui stipulaient qu'ils devaient mettre un terme à leur contrat, enfin, qu'ils ne devaient pas renouveler leur contrat, donc il y a tacite reconduction. Maintenant, après vérification, il revient que la Fédération gabonaise a effectivement envoyé des lettres motivées au ministère de la Jeunesse et des Sports pour signifier aux financiers de la fédération en matière de contrat des entraîneurs qu'ils étaient satisfaits du rendu de ces deux techniciens et qu'il fallait reconduire. Donc le contrat a été
ont été rédigés, envoyés au ministère pour signature. Malheureusement, pour l'instant, le ministère n'a pas appelé les deux concernés pour paraffer leur contrat. Sauf qu'on sait qu'il y a une tacite reconduction qui devra être faite. Le seul problème qui reste, je veux terminer par là, c'est que pour l'instant, ils ne sont pas payés. Mais je pense que le ministère va mettre ça dans la dette et régler au moment venu. Mais ça fait combien de mois ils ne sont pas payés? Je pense depuis novembre. Depuis octobre 2021. Depuis octobre 2021. Serge Mungengi, alors on parle quand même de deux techniciens dont la compétence est reconnue, notamment Raphaël Nzamba qui a formé plusieurs générations de footballeurs gabonais. Anissé Yala qui a été un international également de football au Gabon, qui est d'ailleurs considéré pour beaucoup comme étant le filleul d'Alain d'Acosta Suarez. On connaissait la relation si particulière qui liait le sélectionneur d'Azingo à ce monsieur-là. Anissé Yala, qui est quand même celui qui a été sur le banc lors de notre victoire en République démocratique du Congo, victoire 1-0 à Kinshasa. On ne peut pas penser un seul instant que ce contrat-là ne soit pas renouvelé. Bon, ben, je ne le pense pas. Par contre, ce que je retiens sur le plan fonctionnel, les deux hauts techniciens sont en place et dans la mesure où ce sont des leviers, ils font partie des leviers du sélectionneur parce que l'un en étant son adjoint, l'autre en étant responsable de la direction technique nationale. Donc cela nous renvoie au développement du sport sur le plan national. Donc, du coup, ce sont deux leviers indispensables. Et quand on se rappelle aussi qu'à l'époque déjà, ils avaient postulé suite à un appel à la candidature. Donc, l'un sur près de 80 dossiers, son dossier avait été retenu. Non, une cinquantaine, son dossier avait été retenu. Donc, du coup, c'est l'un des... En fait, ils font partie des meilleurs en ce moment sur le plan national. Maintenant, ils ont la légitimité. Ils ont la légitimité. Maintenant, tout ce qui concourt au retard de paiement ou d'évaluation, ce n'est que des questions administratives. Et pour cela, nous savons très bien que ces contrats, je crois, sont pris en charge par le budget. Maintenant, pour des questions de procédure au niveau du budget, bon, nous n'en savons pas plus. Mais c'est souvent arrivé que pour des questions de procédure, ça tire un peu en longueur. Mais dans tous les cas, les deux principaux acteurs sont en activité et que, bon, légitimement, ils devraient rentrer en possession de leur contrat. Je pense. Monsieur Mungengi, monsieur Neveu souffre-t-il de la lourdeur ou la pesanteur de procédure administrative? Monsieur Neveu. Oui. Monsieur Neveu a renouvelé son contrat, je crois, le 27 avril. D'accord. Bien. Soit un an avant le terme du dit contrat. Donc le premier contrat. Vous voyez? D'accord. Nous sommes dans une configuration où ce sont les Gabonais qui disent aimer le Gabon, mais qui manifestement détestent le Gabonais. C'est de ça dont il est question. D'accord, c'est une façon de voir, Gaëtan. Monsieur, j'ai ma liberté de ton et j'analyse des faits. Ouais. Monsieur Neveu renouvelle son contrat un an avant terme. Par contre, comme c'est des Gabonais, permettez-moi l'expression, ce n'est pas la xénophobie, on laisse traîner parce que brusquement, l'administration connaît des lourdeurs. C'est ce que vous êtes en train de dire. Et c'est ce que les gens veulent nous faire croire. Non, soyez conséquent, M. Pambo. Vous voyez, pendant que nous venons de parler de M. Dacosta, qui était la fierté nationale, qui a eu l'hommage, je venais de le dire, de toutes les institutions de ce pays. Pendant que Alioune Cissé du Sénégal fait la fierté du Sénégal et partant de l'Afrique, nous sommes, nous, en train de tuer nos techniciens au prétexte que la lourdeur administrative. Soyons conséquents. Vous comprenez? Ces messieurs jouissent d'une certaine légitimité. D'ailleurs, il vous souviendra que le sélectionneur national adjoint est allé au Congo. Il a battu le Congo. Du moins, l'équipe nationale a battu le Congo dans les conditions que vous savez. Après avoir raté un crash. Il prend sur lui la force mentale de dire, nonobstant ceci, je vais représenter mon pays. Il est allé, il a gagné. En retour, c'est ce que l'État, donc la République, lui sert comme récompense. Non, M. Pambo, je crois qu'à un moment donné, il faut que nous soyons conséquents d'abord avec nous-mêmes.
Plus loin, lorsque, pardonnez-moi, je vais refaire l'histoire, notre jeune frère Nguema Stéphane a fait ce qu'il a fait, il y a eu le débat qui renvoyait la notion de patriotisme. J'ai bien envie de savoir quel sens, monsieur le ministre, donne à ce fameux patriotisme. Mermoz, est-ce que cette différence de traitement des situations peut être dommageable pour la suite, ne serait-ce que même au regard de, je vais parler quoi, peut-être pas des types de rapports, mais le climat de sérénité qui doit absolument régner au sein de la tanière. Oui, ça peut être dommageable. Maintenant, après, il y a tout un travail. Moi, je vais d'abord louer le patriotisme d'Anissé Yala. Parce que quand il va faire ce match à Kinshasa, il n'est déjà plus payé. Il n'est déjà plus payé. Ce match s'est joué en 2022. Il n'est pas payé depuis octobre 2021. Il est resté patriote. Il fait son job de sélectionneur adjoint. A tenu la baraque face à la RDC avec une équipe sans pratiquement de remplaçants et fait de second couteau, pratiquement aussi. Donc déjà, je loue son patriotisme et je suis entièrement d'accord avec Gaëtan quand il demande que M. le ministre nous dise de quel patriotisme il parlait d'antan. On voit deux poids, deux mesures et c'est vrai qu'on a tendance à croire que dans notre pays, certains n'aiment pas leur propre frère ou leurs propres parents, entre guillemets, sinon on est tous... attendez, on est tous gabonais. Moi, je suis d'accord, je ne comprends pas déjà parce que la fédération, pour moi, c'est la fédération qui signe le contrat des coachs. Les coachs, ils signent avec la fédération. Le DTN, il signe avec la fédération, surtout le coach. Donc pour moi, il y a là, dès lors que la fédération gabonaise l'a laissé continuer son boulot, pour moi, son contrat, c'est bon. Il est reconduit. Peut-être vous voulez à tout prix voir cette signature, je vais bien. Mais maintenant, faire autant de temps pour payer ce monsieur et nous parler de lourdeur administrative alors que nous voyons comment les cas sont réglés pour les expatriés. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au début de cette émission, le legs d'Alain Dacosta, le legs. Et Dacosta Suarez. Le legs, Anissé Yala pour moi était un des legs de M. Alain Dacosta. Non, juste dire que c'est bien ce que Mermoz vient de dire quand il parle à nouveau d'Alain Dacosta Suarez, parce que tous autour de la table, autant nous louons la grandeur de ce monsieur qui était Alain Dacosta Suarez, autant nous nous souvenons également qu'Alain Dacosta Suarez, dans l'exercice de ses fonctions, a connu des vertes et des pas mûres. Bien sûr. On est d'accord. Contrairement souvent, on lui a réservé un traitement très difficile. Brice Ndengé voulait ajouter un complément de... Je pense que pour aller dans le même sens, je regarde un peu les résultats que nous avons eus lors de la première et deuxième journée des éliminatoires. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous ne gagnons pas le match face à la Mauritanie, c'est notre désordre. Cette inorganisation entretenue par les plus hautes autorités du sport qui nous conduit à cette cacophonie. D'ailleurs, on l'a vu comment on a préparé ce match. Un regroupement à compte-gouttes, sans intendance, où le coach est obligé de sortir de sa poche de l'argent pour payer de l'eau aux joueurs pendant les séances d'entraînement. Un voyage catastrophique dans tous les sens du terme, avec une catastrophe aérienne évitée de justesse. Puis une équipe qui a joué au Congo avec des maillots multiples. Je ne sais pas si vous êtes dans le compte. On arrive au Congo, on n'a pas de maillot, les maillots sont restés en France puisqu'on n'a pas l'affrètement qu'il faut pour... deux braves personnes à la fédération ont couru le marché du Congo pour nous retrouver, ne serait-ce que là-bas. Le maillot de gardien, ils l'ont découpé au ciseau avant le match. Parce que la tenue qui avait été achetée, le gardien ne voulait pas jouer avec le long-survêt comme à l'époque, comme il y a à l'époque le collant de fer. Et ensuite, on arrive au Gabon avec tous les problèmes où l'équipe refuse de se rendre à Franville, les gars décident de dormir sur Libreville, il y a des problèmes d'avion. Ce match, on le perd, enfin, on perd les 2 points de Franville parce qu'on n'est pas organisé. Et cette inorganisation, on la voit là. On ne peut pas continuer à faire jouer des entraîneurs sans être payé. Ça fait quand même bien 2 ans. Mieux, monsieur Ndengé. Je vous prendrai, attendez, monsieur Mungé, nous venons de perdre un fils à Makoukou.
la question de l'assurance se pose avec acuité. Ça veut dire que M. Nzamba Nzamba et M. Yala Ngoukou, M. Yala Fils Ngoukou, tombent dans cette configuration où ils ne sont pas assurés. En cas d'accident, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez jusqu'où nous poussons le vice. En cas d'accident, qu'est-ce qui se passe? Simplement parce que, selon M. Inengabi, d'après investigation, le ministère refuse catégoriquement de signer les contrats pour que ces messieurs perçoivent les émoluments. Oublions que c'est les pères de famille qui ont des responsabilités. On ne dira pas ça ainsi. On est parti du principe, selon les informations que nous avons reçues, il y a un courrier qui a été adressé au ministère. Les contrats ont été transmis. Ça fait on rentre 16 mois on rentre dans un cadre administratif. Donc, du coup, mais monsieur Mouguengui, avec les procédures... Je ne peux pas vous permettre de dire ça. C'est pas pour... Non, monsieur Mouguengui, arrêtez. Je n'ai rien contre. Arrêtez, monsieur Mouguengui. Je n'ai rien contre. Non, attendez, monsieur Mouguengui. Attendez. J'ai posé la question de savoir, monsieur Neveu a renouvelé. Je n'ai rien contre monsieur Neveu. J'ai dit simplement, j'ai la réponse. Pourquoi un poids, deux mesures? La procédure est la même. J'ai la réponse. On a tranché la procédure. Ça, c'est pas possible. Nous retenons ici qu'il y a certainement une démarche administrative qui est menée avec la preuve que les contrats ont été transmis. Je n'ai rien contre. Maintenant, parlant des contrats, vous savez tous que les contrats sont personnels. Oui. Les contrats sont personnels. Tout à fait. Tel que M. Neveu a négocié son contrat, nous ne le savons pas. Et les contrats du DTN et de l'adjoint, personne ne sait comment il négocie le contrat. Même si, quel que soit vous dépassez le débat. Les procédures sont les mêmes. Les procédures sont les mêmes. Qu'est-ce que vous racontez pour l'un et pas pour les autres? Monsieur Mouguengui, ce que nous disons, nous n'avons rien contre quelqu'un. Nous n'avons rien contre quelqu'un. Vous comprenez? Ce que nous disons, c'est qu'à un moment, on peut avoir un poids, deux mesures. Mais il est vrai que M. Neveu a un contrat, il est unipersonnel le contrat. D'accord. Mais nous sommes dans le respect des procédures. Ça fait 16 mois que ces messieurs, donc depuis décembre 2021, ces messieurs n'ont plus renouvelé le contrat, ils sont en activité. Imaginons un cas extrême. On a vu avec les... Je prends la parole sur les cyclistes. Ils sont allés en regroupement en Espagne, l'entraîneur n'est pas payé depuis 1 an. L'argent envoyé 40 millions, le gars a empoché ses 40 millions et puis il est rentré tranquillement chez lui. Imaginons un instant qu'on se retrouve au Congo, en difficulté, tel qu'on l'était déjà. Et puis Anissé Yala vous dit, de toute façon, vous me payez maintenant pour que j'aille au match, sinon je n'entraîne pas. On va traiter Anissé Yala de tous les noms d'oiseaux. On dirait qu'il n'est pas patriote. Mais pourtant, la réalité, elle est là. C'est qu'Anissé Yala vit aujourd'hui comme un mendiant. On va permettre à Serge de terminer son propos avant de passer à la troisième thématique de l'émission. Oui, encore que je termine. Je voulais simplement dire que le contrat est personnel. Si M. Neveu, au regard de toutes les informations que nous avions, si M. Neveu a réussi à renouveler son contrat, je crois le 27 août 2021, pour 2 ans, bon, M. Neveu n'a pas eu la même démarche que les autres. Il n'a pas la même démarche. Si vous remettez en cause, je comprends pas c'est pas une question de démarche. L'association qui établit les contrats, c'est le ministère. Mieux. M. Mouguengui est le responsable de M. Attendez, M. Mouguengui. Je vais vous dire. Souffrez, M. Mouguengui. M. Yala, M. Neveu est le responsable de M. Yala. Hiérarchiquement, n'est-ce pas? Quelle démarche, lui, sachant que son adjoint dans cette situation a eu à mener vis-à-vis de la fédération, vis-à-vis du ministère? Est-ce que ça Patrice Neveu d'aller... Je voudrais savoir. Si c'est pas à son niveau, c'est pas un problème. Si c'est pas à son niveau, c'est que les contrats ont été rédigés et envoyés au ministère. Voilà. Pourquoi ils mettent du temps à signer? On va parler de l'odeur. Je ne fais pas l'avocat du diable. Je ne fais pas l'avocat du diable. On souhaite tous évidemment autour de la table que ces contrats-là, les contrats du directeur technique national Raphaël Nzamba Nzamba et du sélectionneur adjoint Anissé Yala Ngoukou soient signés évidemment avant la reprise des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui vont se disputer en 2024. Cette reprise est au mois de mars prochain. Je pense qu'il y a encore du temps pour que le ministère de Sport puisse paraffer ces contrats-là. Messieurs, on va ouvrir le troisième thème de notre émission pour parler encore de football, toujours et toujours de football. On connaît désormais la date de l'élection du futur bureau, nouveau bureau de la Ligue de football de l'Estuaire. C'est le 8 avril prochain. Ça a été annoncé par la commission électorale qui a été mise en place par le comité provisoire. Je crois que cette annonce a été faite le 27 janvier dernier, en Mermoz à celui de Djoué Dabagna, donc le calendrier électoral. Ouverture des dépôts de candidature le 22 février prochain. Je crois que la clôture, ce sera le 9 mars, c'est bien ça. Et le vote
le 8 avril. C'est bon, bientôt le bout du tunnel. Bon, on dira peut-être enfin, même si ça a pris du temps entre la déposition de la requête du candidat Ulrich Kessani, la réponse du TAS. Oui, voilà, donc, le TAS a peut-être mis un peu plus de temps, mais on connaît comment travaille le TAS. Et pourtant, on ne parle pas de lourdeur administrative, excusez-moi du peu. Maintenant, on a mis cette commission provisoire, il y a eu un peu du tâtonnement, il y a eu encore des grincements de dents par rapport à même le démarrage du championnat par cette commission provisoire. On dira pour l'instant que, enfin un calendrier, enfin on espère voir le bout du tunnel et cette fois-ci sans accroche ou d'accro dans ce processus et dans cette élection. Brice Henneguet, est-ce que certaines voix discordantes qui se lèvent à gauche à droite pour tenter de remettre en cause ce calendrier électoral, surtout pour disqualifier l'actuelle commission dont on dit qu'elle aurait dû enclencher son processus électoral dès sa mise en place le 14 janvier dernier pour respecter un délai de 45 jours imparti, semble-t-il, par le règlement. Mais bon, la commission a été mise en place le 14, mais le 27, cette commission a rendu public son calendrier électoral. Je pense que c'est dans le délai, et je pense que c'est réglementaire d'être nommé par l'Assemblée générale de la Ligue le 14 janvier et que le 27 donner déjà un chronogramme des élections. Je pense qu'on est dans les normes. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut 45 jours qu'on est obligé d'attendre les 45 jours pour commencer à travailler les élections. Je pense que 45 jours, c'est le délai qu'il faut entre la prise de fonction et le moment où on organise les élections. Là, si vous partez du 27 au 8, on est bien dans les 45 jours qu'il faut, l'intervalle 45 jours qu'il faut pour organiser. Mais maintenant, est-ce qu'on aurait pu organiser plus tôt? Là est peut-être la question qu'on pourra poser à la commission électorale qui, elle, va nous mettre à disposition les statuts, parce que nous ne les avons pas encore, les nouveaux statuts de la Ligue, qui ont été validés par l'ensemble des clubs de l'estuaire. Pour l'instant, nous n'avons même pas le contenu de la commission électorale, parce qu'il faut le savoir. Dans la requête de Paul Ulrich Kessani, il y avait aussi des problèmes, des griefs contre la commission électorale. Il fallait donc refaire le toilettage de tous ces textes-là. Je pense que si tous les clubs ont validé ces textes, c'est que il n'y a plus matière à revenir dessus. Maintenant, on attend que les textes soient diffusés. N'oublions pas que justement, pour un peu amener de l'eau au moulin au propos de Brice, excuse-moi Brice, que même on se rappelle que M. Ulrich Kessani aussi a même un peu boudé la mise en place de cette commission provisoire, notamment son président. Thierry Bobola. Oui, il avait contesté le président qu'il jugeait proche d'un membre de l'équipe sortante de la fédération gabonaise de football, parce que le président aurait son beau-frère qui travaille bon, bref, mais c'était un peu ça allait dans tous les sens, mais l'objectif ici c'est de rejouer au football dans de bonnes conditions. Il faut que la commission électorale nous garantisse un fonctionnement sain pour pas qu'on prive la Ligue, parce que la Ligue de l'Estuaire c'est le gros pourvoyeur de talent au niveau de football, que ce soit chez les jeunes ou chez les grands. C'est un des plus gros pourvoyeurs de talent en équipe nationale. Ce serait dommage de perdre une année supplémentaire à cette ligue-là sans fonctionnement. Là, je pense que les choses sont bien parties. On craignait que le bureau actuel ne s'éternise au poste. Là, rien n'est fait dans ce sens-là. Ils n'ont pas prorogé de beaucoup. Je pense qu'ils sont partis sur 6 mois. 6 mois finis en janvier. Là, la commission électorale a déjà pris les choses en main, nous a déjà communiqué un chronogramme. On sait qu'en avril prochain, donc au soir du 8 avril, on aura un président. J'espère qu'il sera élu dans de bonnes conditions. Maintenant, il faut comprendre ce qui a été fait dans le renouvellement des textes. Quel est le nouveau texte aujourd'hui? On attend de l'avoir à disposition. Gaëtan Kouka, Brice Henneguet vient de parler donc de la fin du mandat qui avait été arrêté au mois de janvier pour ce comité provisoire dirigé par Thierry Bobola, qui sera prorogé de 2 mois, donc 8 mois au total. Est-ce que c'est une raison suffisante pour
tenter de remettre en cause le calendrier électoral et l'existence de cette commission électorale? Non, je ne pense pas. À partir du moment où, parce qu'il faut partir du principe que le comité de normalisation, appelons aussi, a été mis en place en ayant une feuille de route bien précise, notamment le toilettage des tests, la reprise des activités et la mise en place du dit comité électoral, d'accord? À partir du moment où je pense à l'écouter et au regard des faits, tous ces éléments sont remplis, il n'y a plus de raison que le comité de normalisation puisse poursuivre, si ce n'est rester dans la phase d'exécution justement appropriée au comité national, au comité électoral pour pouvoir justement organiser les élections dans les délais requis par la loi et pour que nous ayons un nouveau bureau à la tête de la Ligue. Après, ce qui est dommage et déplorant, c'est que M. Unengue l'a énoncé, c'est que nous ne réalisons pas que la Ligue de football de l'Est est la ligue la plus importante en termes de licenciés. D'accord? Et qu'à partir de ce moment, traiter cette ligue de cette manière, c'est plutôt gênant et j'ai même dit catastrophique. Ça fait partie justement des mots qui minent le développement du football gabonais. D'accord? Parce que là, vous avez la base, parce que après, vous avez les championnats de petites catégories et il a bien énoncé. La Ligue qui pourvoit au niveau, justement au niveau, et je pense qu'elle est même la plus importante, encore une fois, permettez-moi la répétition, en termes de nombre de licenciés, contrairement à la Ligue nationale de football. Donc c'est une ligue qui devrait plutôt attirer, comment dirais-je, une très bonne organisation et beaucoup de moyens pour son développement, parce qu'on parle là du football global. Alors, Mermoz, est-ce qu'on imagine pour ce qui est du renouvellement de ce bureau de la Ligue de football de l'Estuaire, dont l'élection aura lieu le 8 avril prochain, on imagine qu'on aura les mêmes protagonistes ou certains des protagonistes de la dernière élection en lice à nouveau? Non, mais je pense qu'on aura les mêmes. Maintenant, moi je pense qu'on aura quand même les mêmes. Je vois par exemple Ulrich Sani revenir. Maintenant, comme l'a si bien dit Bossénégué, nous n'avons pas les nouveaux textes, c'est-à-dire ce fameux toilettage des textes qui a posé beaucoup de problèmes lors de la précédente élection. C'est surtout là. Si les textes ont été bien toilettés et que l'élection se passe dans les règles de l'art du processus électoral, donc c'est-à-dire sans de grosses tâches sur le tableau, je pense que tous les candidats accepteront le nouveau président et on espérera que maintenant après tout ira pour le mieux pour cette ligue de football de l'Estuaire. En termes de candidats, je pense quand même qu'il y en a qui vont quand même revenir. Serge Boguegui, alors avec cette espèce de, on peut le dire, il y a quand même une espèce d'épée de Damoclès sur la tête du comité de normalisation, le comité provisoire qui chapeautait donc la mise en place de cette commission électorale et ce processus électoral aussi. Est-ce qu'on peut se permettre de se louper, sachant qu'on a déjà été ramené à l'ordre par le tribunal arbitral du sport? Bon, mais c'est vrai que c'est tout à fait légitime tout ce que le candidat, l'ancien candidat Kessani aurait apporté, des griefs qu'il aurait apporté face à cette commission. C'est tout à fait légitime. Mais peut-être que ces griefs ne peuvent pas remettre en cause toute une commission par le fait qu'un élément est le lien. Comme on le disait tantôt, il faudrait que nous ayons les nouveaux statuts pour pouvoir regarder de près si ça peut porter préjudice. Mais, pardon, qu'à cela ne tienne, c'est vrai que par le biais de l'intervention du TAS, nous avons, cette ligue a beaucoup reculé pour mieux sauter aujourd'hui. Et en sachant que la Ligue de football de l'Estuaire fait école, mieux aujourd'hui, il faudrait qu'on privilégie le football de masse, comme on a dit. Le football, cette ligue est la plus grande ligue sur le plan national. Il faudrait bien qu'elle soit de nouveau structurée afin d'accompagner tout ce qui concourt en fait au développement du sport en faisant jouer les enfants, en accompagnant les équipes dans les propositions, dans les demandes de formation et autres. Donc, c'est de bonne guerre que cette commission, que le comité de normalisation achève finalement sa mission par cette élection qui aura lieu, comme on l'a si bien dit, d'ici quelques mois. On doit parler du mois d'avril. Voilà, je pense.
Je pense que c'était un mal nécessaire. La requête de Paul Kessani nous a fait du bien. Nous a fait du bien en ce sens qu'elle nous permet aujourd'hui quand même de voir plus clair, d'avoir enlevé quelques méfaits qu'il y avait. Je prends un exemple, la mise en place de la commission électorale avait été faite de façon unilatérale par l'ancien bureau qui avait tous les privilèges parce qu'il y avait un vide au niveau des textes. C'est l'un des points qui avait posé problème, que Kessani avait porté au niveau du texte. Il était important que cette mise en place soit validée par l'Assemblée générale des clubs, ce qui a été fait cette fois. Donc au moins cette plainte nous a permis d'avancer d'un pas. Maintenant, il ne faut pas s'asseoir sur notre passé qui ne nous a rien apporté. Il faut partir de ce qui n'a pas marché avant pour pouvoir construire notre demain. Et là, on a quand même on a la chance de pouvoir rattraper les choses pour que la Ligue de l'Estuaire ne se retrouve plus embourbée dans des problèmes, dans des conflits inutiles. Parce que, rappelons-le, avant Paul Kessani, on avait déjà eu des problèmes à cette ligue-là, malheureusement qui n'ont pas prospéré. Kessani est arrivé à cette élection, les problèmes sont encore revenus. On espère simplement que les clubs qui ont validé à l'unanimité l'ensemble des révisions proposées, on espère que cette fois, on va vraiment rejouer au football. On espère, évidemment, c'est le souhait de tous les férus de football, voir que cette Ligue de football de l'Estuaire puisse, comme le disait Serge Mungengui, être à nouveau organisée de façon professionnelle et opérationnelle. Messieurs, c'est déjà terminé. Ça passe tellement vite le temps. On n'a pas vu le chrono passer, 52 minutes. Merci d'avoir été là au rendez-vous. Et on espère évidemment et vivement le retour de Rodrigue Bekale Abdoul autour de cette table. Évidemment, il est, comme vous le savez, toujours en mouvement comme un ballon de football. Et il a vogué à d'autres occupations, mais toujours d'ordre professionnel. Merci de nous avoir regardés. Et bonne suite des programmes sur Télé Africa. C'était les As du...